m'attendais pas à ça, ça fout un peu la pression. Bon, comme d'habitude, j'ai des notes, mais je vais un peu improviser. Donc, vous me direz si j'atteins les 10 ou 15 minutes. Je voulais commencer par remercier absolument tout le monde. Donc, je ne vais pas nommer les gens parce que ça serait trop long. Il y a des centaines et des centaines de militants qui se sont bougés, qui ont collé des affiches partout parce qu'on n'a pas de prestataire pour ça, qui sont allés faire du porte-à-porte, du tractage sous la pluie, sous la chaleur, on a pris des coups de soleil, on a rencontré des gens pas forcément toujours sympas, mais beaucoup de gens sympas aussi. On a beaucoup fait de kilomètres aussi, c'était pas très top pour la planète au niveau de l'essence, mais on a fait comme on a pu, on a fait du covoiturage. Et voilà. Donc déjà un grand merci aux militants qui ont fait un énorme boulot. Et merci à tous d'être venus ce soir, ça fait plaisir parce que vraiment ce qu'on avait envie de faire, c'est le dernier meeting de la campagne du premier tour, puisqu'il y en aura d'autres, peut-être. Mais c'est le dernier et on voulait vraiment montrer la réalité qui est une unité entre l'ensemble des partis qui constituent la NUP. Donc ici, il y a des représentants de tous les partis, sur scène mais aussi dans le public, je sais. Donc il y a des membres du PCF, du PS, d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, du POI, de la REV, et des gens, je vais peut-être oublier quelque chose, non? Il y a les filles, bien sûr. Quand même. Et puis oui, mais ça c'est pas un parti, mais j'allais en parler. Il y a des personnes non encartées et des personnes qui se sont abstenues de voter pendant des années, voire depuis toujours, et qui aujourd'hui sont prêtes à faire le pas, je sais, parce qu'on en a rencontré beaucoup. Et ça fait chaud au cœur, et en même temps, ça fait chaud au cœur et ça fait de la peine, parce que ça montre aussi qu'on est tous dans une détresse absolue, qu'on est tous victimes de ce système néolibéral, productiviste, qui sévit depuis des décennies, si ce n'est des siècles, puisqu'avant ça portait d'autres noms, mais c'était pas forcément très pacifiste ni populaire non plus. Mais en tout cas, pour ce qu'on vit actuellement, c'est une véritable casse sociale, écologique, dont on subit les conséquences tous à notre échelle, que ce soit dans notre travail. On a des militants syndicalistes aussi, il faut le dire, qui sont très présents aussi dans la campagne en tant que militants de base. Et on a aussi des gilets jaunes qui sont là en force et qui ont vécu aussi les ravages de cette politique, en particulier depuis Macron. Je pense, on a fait des hommages aux militants écolos qui ont subi beaucoup de répression et j'en fais partie et je soutiens les militants écologistes évidemment. Mais là j'ai une pensée aussi pour les gilets jaunes qui ont eu 32 éborgnés, 8 mains arrachées, quand même, dans des manifestations. Je veux dire, des manifestations, c'est un droit d'aller manifester. Eh bien, on nous gaze, on nous mutile et on nous tue parfois, directement ou indirectement. Et la politique nous tue aussi. La politique sanitaire, la politique écologique et la politique sociale nous tuent. Donc, d'un côté, c'est révélateur d'une volonté de changement, donc ça c'est très positif. C'est vraiment très positif et ça montre qu'on peut faire quelque chose, il y a une dynamique. On le voit, les camarades l'ont dit par rapport aux résultats au présidentiel, on voit qu'il se passe quelque chose, surtout ici dans un département qui est vraiment très ancré à droite. Et ça montre aussi qu'il est vraiment temps que ça arrive, quoi. Je veux dire, c'est indispensable, on n'a plus le temps d'attendre 5 ans plus. D'ailleurs, on n'a plus le temps d'attendre 1 an, en fait. Donc il faut y aller tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quand on sera élu, on mettra le paquet immédiatement. Et pour ça, je le répète un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé ici des témoignages locaux qui sont très très importants d'ailleurs. Mais les législatives, c'est avant tout une élection nationale. Et donc nous, en tant que députés, on ne peut pas non plus promettre des choses locales, ça serait vous mentir, même si en fait nos lois nationales auront des répercussions locales, bien sûr. Donc nous, en tant que candidates, on a sillonné les circonscriptions, et je parle en mon nom aussi, on a rencontré des gens qui sont spécialistes de leur secteur et de leur travail et de leur activité, de leur cause, de leur lutte, qui nous ont permis d'alimenter aussi nos ressources en arguments,
parce qu'on n'est pas spécialiste de tout. Moi, je n'appelle pas Monsieur Vigier à dire que j'ai été paysan, je connais chaque centimètre carré de ce territoire, etc. Je connais tous les élus, etc., etc. Moi, je connais peut-être pas tous les élus, mais je connais une partie des électeurs et je connais surtout leurs problèmes de précarité. Voilà. Et ça, je pense que lui ne peut pas le partager. Et surtout, c'est pas seulement de connaître et de vivre la situation pour la défendre, c'est d'écouter les gens et d'apprendre. Et on apprend tous les jours. Je peux vous dire qu'il y a des choses que je vais sûrement sortir ce soir que vous m'avez dit en fait. Mais c'est normal, c'est ça en fait. Nous, on est des porte-parole, on n'est pas des chefs. Hein. On ne va pas gouverner à votre place. On va porter votre parole. C'est ça le but d'un député, normalement. Et en 5e République, on a du mal à le voir parce que malheureusement, la parole des députés est passée sous silence. Alors, fort heureusement, les 17 députés de la France Insoumise ont montré qu'ils étaient là, et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils ont porté des messages dans le débat public qui n'existaient pas. Donc ça, c'est génial. Mais la majorité présidentielle a fait que de toute façon, les projets de loi ne pouvaient pas être validés puisqu'il y avait cette majorité qui votait en cadence et s'il ne le faisait pas, il se faisait virer. Donc nous, on veut sortir de ça. Sortir de ça, c'est passer à la 6e République. Là, on est en 5e République. Cette République, elle a été mise en place en 1958, il y en a eu d'autres avant, on veut passer à la 6e. Et donc, c'est pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Ce n'est pas une utopie de changer de République, c'est simplement dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même contexte politique qu'en 58. Donc il faut évoluer. Et il faut passer à plus de démocratie participative, notamment. C'est ça aussi tout l'enjeu de la 6e République. C'est de mettre en place, de convoquer une assemblée constituante, dont une partie d'ailleurs sera tirée au sort. Hein. Voilà, c'est des gens, d'ailleurs, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je crois que ce sont des gens qui n'ont pas été au pouvoir avant, qui n'ont pas été élus avant. Donc, c'est ça. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne suis pas spécialiste. Et qui s'engagent à ne pas être élus après. C'est aussi la reconnaissance du vote blanc. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui iraient voter si c'était reconnu. C'est aussi le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, sur des sujets très importants de la vie de la société. C'est normal que le peuple puisse voter aussi sur ces sujets, que ce ne soit pas que l'Assemblée. Bref, tous ces projets, on veut les mettre en place très très rapidement. Mais pour ça, il nous faut une majorité à l'Assemblée. Donc là, on ne parle pas seulement de la Haute-Loire. On parle d'un maximum de députés. Il y a 577 circonscriptions. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est banal ce que je suis en train de dire, mais il y a des gens aussi qui découvrent ça. Donc je le redis, parce qu'il reste 4 jours avant d'aller voter. Il est encore temps d'aller convaincre. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui nous disent « Ah, mais il y a des législatives. Ah, mais c'est quoi ?» Voilà. Donc tout ça, c'est des questions basiques, mais il faut commencer par la base, avant d'entrer dans les détails. Donc, avec une majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire 289 députés, la moitié de 577, on pourra enfin faire passer nos lois. Et surtout, on aura un Premier ministre de la majorité, du mouvement, en fait, le leader du mouvement majoritaire, et donc ce serait Jean-Luc Mélenchon. Alors ce soir, je voulais surtout faire un focus sur le sujet qui m'a semblé être la priorité numéro 1 des électeurs en France et en Haute-Loire tout particulièrement. Tous les sujets me tiennent à cœur, tous. Mais en rencontrant les gens, je me suis vraiment rendu compte que ce qui touchait le plus les personnes, c'est le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, j'aimerais utiliser un autre mot, parce que pouvoir d'achat, on n'a pas envie d'avoir le pouvoir d'acheter, nous. Déjà, on aimerait déjà avoir le pouvoir de survivre, déjà, dans un premier temps, puis de vivre, et ensuite de se faire plaisir, mais pas d'acheter. Et donc c'est en fait, toute l'absurdité de ce système, c'est qu'on crée des besoins aux gens, donc ils pensent qu'ils ont besoin d'acheter. Non, c'est pas ça. Nous, on veut partir justement des besoins réels des gens, les besoins de base pour vivre dignement, c'est-à-dire se loger, s'alimenter correctement, être en bonne santé, s'instruire, mettre les enfants dans des écoles, c'est tout ça. C'est le droit à la mobilité aussi, pouvoir se déplacer et pouvoir ensuite partir en vacances. Mais déjà, la base c'est ça, ne pas avoir froid. Il y a encore des gens qui ont froid, et beaucoup.
à Brioude, qui est donc la plus grosse commune de la seconde circonscription, il y a 19% de la population qui est sous le seuil de la pauvreté. 19%. Donc c'est un sujet hyper important. Vous l'avez vu, l'inflation, elle est à 20%. On estime à environ 90% par mois la dépense supplémentaire à cause de cette inflation. Les Français devront payer 90 € de plus par mois, si on compte tout, l'électricité, le gaz, l'alimentation, etc., l'essence. L'essence qui est passée à plus de 2 €. Moi, je roule en Twingo, avant je faisais un plein à 45 €, maintenant je fais un plein à 80 €. C'est hallucinant, quoi. Mais ça, vous le savez déjà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi il y a eu toutes ces hausses. Eh bien parce qu'on a fait en sorte d'enrichir les multinationales. Et de faire en sorte que ces multinationales fassent du profit sur nos besoins de première nécessité. Et c'est une honte. L'État devrait être le garant de la santé, de l'alimentation, de l'instruction et du logement des habitants et des citoyens. Et ce n'est absolument pas le cas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont à la botte des lobbies. Ils sont à la botte des lobbies. L'électricité a pris plus de 60% et le gaz plus de 80% depuis l'ouverture à la concurrence. C'est énorme. Et ça va continuer. Là-dessus, il y a aussi la fin de vie des centrales nucléaires. Certes, les centrales nous ont servi économiquement pendant un moment. Maintenant, on connaît bien les risques. Ça fait des années qu'on le sait. Et surtout, elles arrivent en fin de vie. Les coûts d'entretien sont monstrueux. Donc ça joue aussi sur le prix. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut faire une planification écologique. C'est pour la planète, c'est évident. Mais c'est aussi pour le pouvoir d'achat. Parce que tout est lié. En Espagne, actuellement, le cours sur l'électricité fluctue tous les jours. Les gens regardent pour savoir combien ils vont devoir payer en plus. Nous, on ne veut pas en arriver là. Donc on veut agir tout de suite. On veut mettre fin à cette spéculation, à cette loi du marché. On veut partir des besoins des personnes. On ne veut pas aider les gens à coups de chèques et de virements. J'ai entendu qu'ils voulaient encore faire un virement, là, je ne sais plus pourquoi. Ils ont donné 15 centimes le litre à la pompe, on est content, c'est un petit cadeau, c'était pour les élections. 18 centimes, bon. Ok. Sauf qu'après, on paye tout ça en impôts, on sait, il y a toujours des conséquences. Donc les économies qu'on fait à la pompe, on les paye derrière. Donc nous, c'est pas coup de chèque, c'est pas des cadeaux, des miettes qu'on veut, nous. C'est des réformes de fond, des réformes pérennes. Qui dit réforme pérenne dit, par exemple, hausse des salaires. On veut passer le SMIC à 1 500 €. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que tous mes camarades l'ont très bien dit avant. Mais juste pour vous faire quand même une énumération assez rapide. On veut aussi passer les premiers kilowattheures d'électricité gratuits. Pareil pour les mètres cubes d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, si elles le veulent, pourront avoir de l'eau et de l'électricité quasiment gratuitement si elles restent sobres dans leur consommation. Donc ça va inciter les gens à moins consommer. Puis on va mettre en place des tarifs progressifs. Plus on consommera d'eau, plus on consommera d'électricité, plus ça sera cher. Ce qui fait que les grosses entreprises polluantes, les grosses exploitations, les fermes-usines par exemple, elles paieront beaucoup plus cher leur eau et leur électricité. Donc ça poussera à cette sobriété, ça poussera aussi à réduire la taille de ces exploitations et de ces sociétés. Et surtout, ça permettra aussi de redistribuer la richesse. On veut aussi passer la retraite à 60 ans. Cette retraite d'ailleurs sera financée par le plein emploi, puisque le plein emploi d'ailleurs sera assuré notamment par cette planification écologique, avec, on estime, à 1 500 000 emplois créés grâce à cette planification écologique, en comptant tous les secteurs, le ferroviaire, la rénovation des bâtiments, la transition énergétique, etc. Tout ça, ça va créer énormément d'emplois. Donc ça participe aussi du pouvoir d'achat. Et puis, vous l'avez peut-être entendu, on veut mettre en place le 100% Sécu. C'est-à-dire que, en fait, là, actuellement, on est dans une inégalité aussi vis-à-vis de la santé. C'est quand même incroyable. La santé, je veux dire, c'est une question de vie ou de mort. Donc on est vraiment dans la base de la vie et des besoins. Et actuellement, il faut payer 18 € pour aller aux urgences. Quand même. Donc il y a des gens qui se passent d'aller aux urgences et qui risquent de mourir.
Et puis pire que ça, j'ai entendu aussi que donc le SMUR de nuit de Brioude va fermer là, le week-end prochain. Ça veut dire que les gens de Brioude qui feront un AVC en pleine nuit, parce que le AVC ne va pas attendre que le soleil se lève pour arriver, et ben ils vont soit faire 1 heure de route pour aller au puits et risquer de mourir, soit pas y aller du tout. Et surtout, ils peuvent se tourner aussi vers des hôpitaux privés, et ça c'est pareil, ça coûte de l'argent. Donc, nous, on veut remettre en place cette égalité vis-à-vis de la santé à travers ce 100% sécurité sociale. Donc, tous les soins seraient remboursés par la Sécu et les mutuelles seraient réintégrées dans la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas de perte d'emploi pour les gens qui travaillent dans les mutuelles et il y a une accessibilité à la santé pour tous. On a parlé aussi des 700 000 logements rénovés. Donc, ça, c'est hyper important aussi pour de meilleures conditions de vie, puis c'est ça de moins en chauffage, donc c'est ça d'économiser aussi. Il faut voir toutes les conséquences de ces ouvrages-là, puis ça participe aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un tout, encore une fois. Toutes les mesures de notre programme, de toute façon, vous pouvez avoir des conséquences dans tous les domaines. Et donc c'est vraiment la seule alternative possible, ce programme partagé. On dit que c'est un programme radical, mais est-ce que c'est pas la politique actuelle qui est radicale? Je veux dire, où est le curseur de la radicalité? C'est ça qui est important. Certains nous critiquent aussi sur le programme en disant oui, mais en faisant des hausses de pouvoir d'achat comme ça, vous allez rendre les gens, vous allez les renforcer dans l'assistanat. Mais qui est le plus assisté dans ce pays? Les actionnaires. Ils s'enrichissent, les profiteurs de tout. En un an, en 2021, les actionnaires ont engrangé 83 milliards d'euros, ce qui correspond à 3 fois le budget de la Sécu. Voilà. Donc ça, c'est pas normal. Je vais pas aller plus loin. Si, quand même, important. Égalité salariale, homme-femme. Si on applique ça, on finance pas mal de choses aussi. Et ça donne du pouvoir d'achat aussi. L'égalité salariale, c'est toujours pas appliqué, il y a une loi, elle n'est pas appliquée. Et nous, on fera en sorte aussi que les lois soient appliquées, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Tout ça pour dire, il n'y a pas d'autre alternative. Si vous voulez que ça change, c'est maintenant. Je veux dire, c'est un enjeu, mais majeur. Que ce soit pour la planète, on l'a dit, parce qu'il y a vraiment des catastrophes qui sont exponentielles et qui vont nuire aux paysans, aux populations, aux personnes précaires en premier, parce que c'est elles qui pâtissent le plus du réchauffement climatique, mais pas seulement de la chute de la biodiversité, etc. Mais c'est aussi une urgence sur le plan social. On voit toutes les grèves en ce moment, toutes les mobilisations à l'hôpital pour les retraites, etc. On est dans une crise immense et tout ça, ça va de plus en plus. Je sais qu'on l'a dit souvent, il y a toujours eu des grèves, il y a toujours eu des mobilisations. Mais là, on arrive dans un truc où il y a des manifs tous les jours. Je veux dire, on s'y est habitué. C'est un truc de dingue. Et ça montre que vraiment, ce système, à force de puiser dans les ressources de la terre et de l'humain et du vivant, eh bien, il nous transforme en marchandises, si vous voulez. Que ce soit les animaux ou les humains, on est traités comme des marchandises. Si on ne fait plus l'affaire, on nous remplace. C'est tout. On est des numéros. Et y compris pour les résidents des EHPAD, qui sont traités, mais d'une façon... il y a 30 plaintes aujourd'hui sur le groupe Corian, comme a parlé Bernadette tout à l'heure, qui détient 2 étages sur 5 de l'EHPAD du Puy, mais qui détient bien d'autres EHPAD en France, et qui crée de la maltraitance sociale aussi. Et en plus, qui fait en sorte que ces résidents, il faut qu'ils dépensent toutes leurs économies, c'est leurs enfants qui payent parfois leur chambre pour accéder à une résidence de fin de vie. Donc c'est ça, c'est qu'on traite mal les gens de la naissance à la mort. Il y a des personnes je l'ai entendu aussi, qui pourront certainement pas aller à la maternité à temps cet été, parce qu'il y a beaucoup de maternités qui ferment, donc des personnes enceintes qui vont sûrement avoir des gros soucis en accouchant. Donc de la naissance à la mort, on nous traite comme de la marchandise. Nous, on veut montrer que l'humain, le peuple, les travailleurs, les ouvriers, c'est la richesse de ce pays, c'est la richesse de ce monde. C'est nous qui faisons tourner la boutique, en fait. Donc, on va leur montrer de quoi on est capable. Sur le territoire, on a rencontré beaucoup de gens. J'ai combien de temps encore? C'est fini? Bon. Je vais faire très très vite. De
donne juste un exemple, une personne qu'on a rencontrée, une jeune fille dans un HLM, parce qu'on a fait beaucoup de porte-à-porte. Et ça, c'était quand même assez représentatif du mal de ce monde, en fait. C'est-à-dire que dans ces HLM, on a rencontré à la fois des gens qui étaient entièrement d'accord avec nous, mais qui n'avaient pas le droit de vote, parce qu'elles n'étaient pas considérées comme françaises, alors qu'elles payent des impôts et qu'elles travaillent. Donc ça, c'est un problème, quand même, auquel on va remédier. Bonjour les fascistes. Mais aussi, on a rencontré des personnes précaires, bien sûr, des femmes seules avec leurs enfants. Et on a rencontré une jeune fille qui m'a marquée, qui avait à peine 20 ans, qui travaillait déjà à faire de la mise en rayon à Intermarché à Brassac, qui habitait à Sainte-Florine, je crois, et qui gagnait 800 € par mois, puisque l'employeur ne voulait pas la mettre à temps plein. Et son loyer était à 390 €. Donc il lui restait 400 € pour vivre. Donc elle a dit qu'elle allait quitter ce travail. Sauf que vous le savez maintenant, avec la réforme chômage, ça va être compliqué. Parce qu'on prend en compte les 12 derniers mois. Donc si on fait soit un travail saisonnier, soit un travail de temps partiel, c'est compliqué. Enfin voilà, je suis d'accord, de toute façon, je préfère discuter avec vous qu'être avec celui qui est loin. Je termine. Pour le respect du vivant, des êtres humains, de tout il faut voter NUPES, parce que j'inclus tout le monde, les socialistes aussi, et les écolos aussi, et tout le monde. Donc il faut voter NUPES ce dimanche, c'est hyper important. En face, en Haute-Loire, on a des personnes très à droite, très conservateurs, qui vont jouer sur le fait qu'ils cumulent des mandats et qu'ils sont aussi à la région. Sauf que, encore une fois, un député n'est pas un conseiller régional. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention à cette propagande qui est mensongère. Il faut vraiment convaincre les gens que la rupture est possible. On l'a vu avec les projections. C'est tout à fait possible qu'on arrive au second tour. Vraiment. C'est pas juste de l'optimisme. Toutes les études le montrent. C'est tout à fait possible. Un autre monde est toujours possible, y compris en Haute-Loire. On va le faire, on va gagner. Force à la lutte.